bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aussi nombreux et il reste encore des places là devant pour cette soirée Investinov qui est destinée à dénicher les talents de notre région. Donc ce soir, vous aurez la présentation de 4 pitchs, comme d'habitude. Et je ne résiste pas à l'envie de vous partager notre actualité, que vous avez sans doute découverte sur les réseaux sociaux. C'est que Julien Payen de Lattice Médical, après avoir remporté le premier prix du prix Nextinov régional, a remporté le 2e prix au plan national. Pour la 6e année consécutive, Banque Populaire et Madines organisent un concours au plan national qui est destiné à dénicher au plan national les solutions B2B les plus innovantes sur le territoire. Et c'est Julien Payen de Lattice Médical qui a remporté le 2e prix. Alors c'est une victoire éblouissante parce qu'il y avait 650 candidats et il a le 2e prix. Il y avait 3 prix décernés et 3 mentions. Alors que fait Lattice Médical pour ceux qui ne connaissent pas? Il propose une bioprothèse mammaire qui a pour singularité de se régénérer naturellement et qui ne nécessite qu'une seule chirurgie. C'est donc un espoir extraordinaire pour toutes les femmes qui sont malheureusement atteintes du cancer et qui doivent subir une reconstruction mammaire. En tout cas, c'est une victoire éblouissante pour le territoire qui retentit sur chacun d'entre nous. Et en tant que banque populaire ancrée sur son territoire, nous sommes très fiers d'accompagner aussi cette pépite. Et j'ai envie de dire, avant de te passer la parole, que notre territoire a du talent et on en est tous convaincus. Et c'est ce que vont nous montrer ce soir les talents. Ce soir, on a 4 entrepreneurs qui vont présenter leurs projets, leurs ambitions. La soirée est animée par Amandine Pinault, qui est chef d'édition et journaliste à la Gazette Nord-Pas-de-Calais. Le format, c'est 7 minutes de pitch, 7 minutes de questions-réponses. Vous avez sur les chaises un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez poser vos questions par SMS. Et je laisse maintenant la parole à Amandine qui va présenter les 4 projets. Bonsoir et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va écouter 4 porteurs de projets. On aura donc Virtisense avec Guillaume Lucas qui est soutenu par Eurasanté et Eurasenior. Donc c'est une capsule immersive, multisensorielle qui apporte bien-être et stimulation aux personnes fragilisées. On aura également Bon Signe avec Emmanuel Froger qui est soutenu par Euralimentaire et Rêve3. Donc c'est le traiteur local, végétarien et zéro déchet. Nous aurons le plaisir d'écouter Guillaume Villain de Feel School, soutenu par les Rives Créatives à Valenciennes. Donc c'est un dispositif d'amélioration du bien-être des élèves en milieu scolaire. Et enfin, notre dernier porteur de projet, Anthony Tartare de chez Winav, qui est soutenu par Euratechnologie, avec la transformation des bateaux thermiques en bateaux électriques. Et donc pour commencer cette soirée, j'appelle tout de suite Guillaume Lucas de Virtisense. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Amandine. C'est vous le premier à débuter. Vous êtes à la tête avec 2 associés, donc Xavier Melin et Ludovic Villard de Virtisense, qui est incubé depuis 3 ans à Eurasanté. Le siège social de votre entreprise ainsi que le site de fabrication se situe à Somain. Et la particularité de la création de votre entreprise, c'est que tous les 3 vous vous êtes rencontrés en 2019 à Euratechnologie alors que vous étiez chacun en train de travailler sur votre propre projet. Et finalement, c'est la quête de sens qui vous a séduit avec le projet de capsule immersive pour les personnes en situation de fragilité, que d'ailleurs on peut voir là, ici derrière, initié par Xavier Melin, que vous avez rapidement rejoint et dont vous allez nous expliquer le principe juste maintenant. C'est à vous, vous avez 7 minutes pour pitcher. Merci Amandine. Alors tout d'abord, ça me fait bizarre d'être devant vous ce soir, parce que d'habitude, je suis à votre place. Je suis investisseur pour un fonds, je suis associé d'un fonds d'investissement régional, et donc ça fait tout bizarre d'être ici, mais j'ai aussi une casquette d'entrepreneur, donc je vais essayer de prendre autant de plaisir que lorsque je suis à votre place à vous parler de Virtisense.
Alors, au même titre que vous, ici présent dans la salle, vous devez voir la pause estivale avec beaucoup d'envie parce que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous aérer l'esprit. Beaucoup de personnes en situation de fragilité, qu'elles soient dans un établissement médico-social ou qu'elles soient à domicile, ces personnes, elles ont aussi besoin de s'évader, de sortir de leur quotidien. Et donc, en tant que cofondateur de Virtisense, je suis fier de vous présenter la téléportation immersive qui apporte du bien-être et de la relaxation à des personnes fragilisées et à leurs aidants. Alors, comme beaucoup d'histoires entrepreneuriales, l'histoire de Virtisense, c'est une histoire avant tout humaine, celle de Xavier, papa de Lilou, qui a voulu, pour sa fille autiste sévère, lui offrir une solution pour la soulager. Parce que Lilou, lorsqu'elle est en crise, ça peut arriver le jour, ça peut arriver la nuit, ça dure des heures, elle crie, elle souffre. Et donc Xavier il s'est dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Et donc il y a 10 ans, il s'est lancé dans l'aventure Virtisense. Et je vais vous dire où on en est aujourd'hui en illustrant avec l'exemple de Kevin. Kevin, qui est une personne en situation de handicap mental dans un établissement du Pas-de-Calais. Et Kevin a la chance que son établissement dispose d'une capsule Virtisense. Et donc, du coup, dans son parcours de soins, on va installer Kevin dans la capsule, on va lui mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête, et puis on va lui diffuser des odeurs, du vent chaud, du vent froid. Et donc, Kevin, il va être comme téléporté dans l'endroit où on veut l'amener avec la vidéo. S'il est à la plage, il va recevoir du vent chaud sur la joue, il va recevoir peut-être du vent froid également, des odeurs, et ça va lui faire du bien. Il va se sentir comme s'il était là-bas. C'est ça, Virtisense. Donc, vous l'aurez compris, on a développé une capsule immersive qui va diffuser des odeurs, du vent chaud, du vent froid. Un casque de réalité virtuelle qui lui diffuse des images réelles à 90%. Et ces images sont soit en écran plat, comme au cinéma, pour de la relaxation, soit en 360 degrés, pour quelque chose d'un peu plus immersif. On a également une tablette qui va servir de télécommande, mais aussi d'écran de contrôle. Comme ça, on va voir ce que la personne elle voit et on va pouvoir interagir avec elle, et ça, c'est important. Et puis, on a développé aussi les expériences immersives. On les fait nous-mêmes avec notre propre équipe de vidéastes, de monteurs et de programmeurs. Alors, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que ça allait marcher aussi sur les soignants eux-mêmes. Ils l'utilisent en pause méridienne ou en fin de poste. Et ça nous a ouvert tout le marché de la QVT, du secteur du médical, et demain de l'entreprise au sens large. Alors aujourd'hui, on a plus de 4000 utilisateurs, alors principalement dans le monde du handicap, parce qu'on vient du handicap, et on est très fiers d'être aux côtés des associations de parents, les APEI, mais aussi APF France Handicap, qui sont 2 acteurs majeurs du handicap en France, et ils nous font confiance. On est présent également dans les hôpitaux, à la fois pour les patients, en psychiatrie, en gérontologie, en soins palliatifs, mais aussi pour les soignants, puisque, par exemple, à Henri-Mondor, à Paris, on est déjà présent sur un projet de QVT pour les soignants. Alors, on est présent également dans des EHPAD, et puis on arrive dans des centres de rééducation fonctionnelle, dans des cliniques de soins de suite et de réadaptation, au sein de la Fondation Opal et du groupe Orpea Clinéa. Alors la suite, on est en train de l'écrire et elle est au domicile parce qu'on a beaucoup de particuliers fragilisés à domicile, plus de 6 millions en France. Et pour ces particuliers, on a développé la mini-capsule, donc la version miniaturisée de notre capsule sensorielle. Et on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec les équipes terrain de Santélis. Et du coup, je pense qu'on a bien travaillé puisqu'on a déjà reçu un prix pour cette mini-capsule en mars dernier. Alors, on a dans notre business model 2 types d'offres. Soit la location, à partir de 700 € par mois, soit la vente, pour 25 à 30 000 € le dispositif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, même lorsqu'on vend le dispositif, à faire 30% de chiffre d'affaires récurrent grâce aux mises à jour des contenus, parce que nos clients, ce qu'ils veulent, c'est de nouveaux contenus très régulièrement, et ça tombe bien, c'est nous qui faisons les contenus. Et puis, autre information intéressante, c'est que dans plus de 3/4 des cas, lorsqu'on a déjà loué plus d'1 an un dispositif à un établissement, eh bien, il continue à louer ou il achète. Et ça, c'est aussi très positif, très encourageant. Alors, pour monter l'entreprise, comme l'a dit Amandine, on est 3 cofondateurs rencontrés à Euratech, et on est complémentaires, parce que Xavier a 20 ans d'expérience dans le commercial, Ludovic, ici présent, a 10 ans dans l'informatique et 10 ans dans l'électronique, et personnellement, j'ai 20 ans dans la gestion de business unit, plutôt la partie back-office. Mais surtout, on a réussi à monter une équipe qui est déjà opérationnelle, qu'on a commencé à recruter en octobre 2020, donc on a commencé il y a longtemps, et aujourd'hui, on est capable de faire la R&D, de faire la fabrication, de faire le commerce et de faire la création de contenu avec toute cette équipe. Alors, si on parle un peu de résultats,
Moi, j'ai juste un chiffre, c'est 95%. En fait, c'est notre chiffre d'affaires du premier trimestre 2023, c'est quasiment tout ce qu'on avait fait en 2022. Donc on est sur une forte période d'accélération. Et du coup, ça nous rend confiants dans notre capacité à pouvoir délivrer ce qu'on a prévu à notre business plan, à savoir faire un x12 en chiffre d'affaires, passer de 500 000 euros à 6 millions d'euros en 2027. Et tout ça avec un peu de rentabilité, parce que c'est ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'investisseur. Et donc, on vise plus de 10% de rentabilité, soit plus de 600 000 euros en 2027 également. À savoir qu'on vient de boucler notre 3e exercice au 31 mars 2023, et on est bénéficiaire, ce qui nous rend quand même assez fiers. Alors, pour continuer, on lance une levée de fonds d'1 million d'euros, 600 000 euros en equity, 400 000 euros en dette, pour adresser 4 thématiques. Le développement commercial, puisqu'il faut qu'on continue à être plus présent en France et à l'export. Le process, puisque effectivement on fabrique tout à Somain, mais on a besoin d'industrialiser un petit peu notre outil de production. Il faut savoir qu'on fait également nos cartes électroniques nous-mêmes. Le contenu, parce que c'est ce qui fait notre différence aujourd'hui et c'est ce qui fera notre différence demain. Donc on veut continuer à faire du contenu. Et puis malheureusement, on a habitué nos clients à avoir des innovations produits très régulièrement et on a un plan produit à dérouler. Vous êtes des faiseurs de bonheur. Voilà ce que nous a dit la directrice de l'établissement qui accueille Kevin. Alors moi, j'ai envie de vous proposer 2 choses. D'abord, pour vous qui êtes présents ce soir dans la salle, c'est de venir essayer le dispositif. Comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même de ce que ça peut apporter. Et vous verrez toutes les perspectives de déploiement qu'il y a derrière. Et puis pour tout le monde, si ça fait sens pour vous, d'apporter des moments de mieux-être, voire de bonheur, à des personnes en situation de fragilité et à leur entourage, venez investir à nos côtés. On a une belle histoire entrepreneuriale à écrire ensemble. Merci. Merci beaucoup Guillaume. N'hésitez pas dans la salle, si vous avez des questions, vous avez un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez les adresser et que je pourrai transmettre aux porteurs de projets. Une première question déjà, comment avez-vous conçu cette machine? Est-ce qu'on peut dire que c'est une machine 100% Hauts-de-France? Qu'est-ce que vous faites à Somain? Alors à Somain, effectivement, aujourd'hui on fait quasiment tout puisque on crée nos propres boîtiers avec nos imprimantes 3D. Ludovic a créé la carte électronique et on la fabrique nous-mêmes avec notre propre robot à Somain, dans les locaux de Somain. On fait le câblage électrique, on fait tout ce qui est soudure, on fait la programmation. En gros, on fait tout. Donc effectivement, c'est bien une machine 100% made in Hauts-de-France et on en est fiers. Et l'histoire, c'est qu'en fait, Xavier a tâtonné. Il a d'abord eu plusieurs prototypes et puis un jour, en testant un prototype avec, je me souviens, c'était avec Gaston, dans un EHPAD de Lille. Gaston avait eu un AVC et on s'est aperçu que ça fonctionnait sur Gaston alors qu'on nous avait dit ça ne marchera jamais. Et là, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Et donc, du coup, on a persévéré et on arrive à cette machine ici présente ce soir. Vous me parliez lors de la préparation de cette soirée que vous aviez votre propre banque d'images et de vidéos justement pour les patients ou les soignants qui vont utiliser votre dispositif. J'imagine qu'il faut un renouvellement. Qui conçoit les films ? Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, ce qui nous différencie d'autres solutions, c'est 2 choses. C'est d'une part le fait qu'on soit multisensoriel, donc qu'on soit sur l'odorat et le toucher, et puis c'est les contenus qu'on va adapter à nos publics, puisque le spectre d'utilisation est très large. J'ai parlé de Lilou, la fille autiste Xavier, qui l'utilise comme beaucoup d'autistes. J'ai parlé de personnes cérébro-lésées, des soignants. On a un spectre très très large. Et donc, ce qui fait notre différence, c'est les contenus. Et donc, on a notamment embauché un scénariste qui a travaillé avec Luc Besson sur le film Lucie, et qui nous aide en fait à écrire tout un tas d'histoires, à concevoir la trame des contenus. Et puis, on est aidé par une psychologue, on est aidé par une psychomotricienne en libéral, bon, c'est ma femme, qui finalement nous donne des indications sur quoi faire en termes de contenu. Alors Katia, elle s'appelle Katia, elle teste beaucoup, elle nous fait beaucoup de retours et du coup, voilà, ça nous aide à définir les contenus dont nos utilisateurs ont besoin. Et c'est ce qui fait votre différence par rapport au casque de réalité virtuelle qui existe déjà sur le marché. Qu'est-ce qui fait que celui de Virtisense est différent des autres ? Alors le casque, on utilise un casque du marché, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter à créer un casque spécifique. Ce qui effectivement va faire la différence, c'est plusieurs choses. C'est d'abord les contenus qu'on met dedans et qui sont adaptés, j'ai déjà dit. C'est le soft, et là on a de la chance, c'est que Ludovic, encore une fois ici présent dans la salle,
à tout développer au niveau de la tablette et au niveau du casque. Et donc, on est propriétaire de toute la technologie. Et du coup, on fait ce qu'on veut et on a une approche qui est différente des autres. Et puis, je dirais, après, c'est aussi notre connaissance des utilisateurs qui fait qu'on va adapter le contenu. Et c'est ça qui fait que quand on arrive dans un établissement qui nous dit « Oh non, non, mais on connaît les casques, hein. On a essayé, ça ne marche pas », on leur dit « Attendez, on va essayer quand même, on vous fait un test gratuit, on vient chez vous ». Et là, ils nous disent « Ah ouais, c'est différent ». Et c'est comme ça que ça marche. J'ai une question dans la salle sur votre dispositif, pour l'instant, pour des personnes atteintes de pathologie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer pour des patients, enfin pas forcément des patients d'ailleurs, mais des personnes classiques dans le cadre d'un accompagnement ou c'est uniquement tourné vers le médical ? Ouais, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, forcément, on a commencé par ce qui faisait sens pour nous. On en a parlé dans l'introduction. Ce qui a fait sens pour Ludovic et moi de rejoindre Xavier, c'était de donner, de construire et de mettre à disposition des solutions qui faisaient du bien à des personnes fragilisées qui en avaient besoin. Donc on a forcément commencé par ça. Mais on s'est aperçu, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, que les soignants qui l'utilisaient, en fait, ils ne l'avaient pas dit au début, ils l'utilisaient sur eux-mêmes et puis que ça fonctionnait. Pas plus tard qu'en début de semaine, on a fait tester à une directrice générale d'une société locale dont je tairai le nom. Et elle a dit, mais je veux la même chose dans mon bureau parce que c'est génial votre truc, j'en veux un pour mon bureau. Et donc ça fonctionne sur tout le monde en fait. Simplement nous, on n'est que 10 et on ne peut pas aujourd'hui adresser le monde entier. Et donc du coup, on préfère se concentrer, ou on s'est concentré jusqu'à maintenant sur les personnes en situation de fragilité, mais de plus en plus, effectivement, on va s'ouvrir à autre chose. Vous parliez dans votre pitch du Virtipod, donc une version, on va dire, miniature en tout cas de votre concept. Comment ça se passe concrètement ? Vous travaillez du coup avec Santélis pour les personnes qui vont aller à domicile. Comment elles l'installent ? Est-ce qu'elles peuvent le transporter facilement ? Alors, en fait, quand on a commencé, nous, l'idée, on l'avait depuis un moment. Et puis, quand on a décidé de travailler avec Santélis, on s'est dit, on va mettre de côté ce à quoi on a pensé et on va co-construire ensemble, on va leur demander ce qu'ils veulent. Bon, sauf qu'on est quand même arrivé la première fois avec ce qu'on appelle un monstre. Donc, on a montré un truc très moche, mais qui avait les fonctionnalités. Et on nous a fait plein de remarques, effectivement, sur le poids, sur la transportabilité, sur la batterie, l'autonomie, etc. On a intégré toutes ces remarques. Alors, c'était la liste au Père Noël à Ludovic, notre directeur technique. Et Ludovic, il a réussi à tout intégrer. Et du coup, on a, depuis le 4 octobre 2022, on teste. Je crois qu'il y en a 4 maintenant qui sont en train d'être testés chez des particuliers avec les équipes de Santélis. Et ça fonctionne bien parce qu'on a un taux de satisfaction. Enfin, lorsqu'on pose la question aux personnes, alors que souvent, ces personnes âgées, on leur met un casque de réalité virtuelle sur la tête, on leur met devant eux ce qui ressemble un peu quand même à un prototype, et plus de 86%, j'espère ne pas trahir de secret, 86% des personnes disent « je veux le refaire ». Et pourtant, on leur apporte quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas familiers avec, ils veulent le refaire parce qu'ils sont plus de 2 tiers à mettre la note maximale en termes de bien-être ressenti. Donc déjà, on sait que le Virtipod fonctionne, mais c'est parce qu'on l'a co-développé avec les équipes de Santélis, parce que nous, on ne connaissait pas le domicile, et demain, ce n'est pas notre mission que d'aller au domicile. C'est bien de fournir un dispositif à des sociétés comme Santélis pour que ces sociétés-là aillent chez le particulier et proposent ces expériences. Et donc ça prend, pour répondre vraiment à la question, ça prend moins d'1 minute à installer le dispositif et à le ranger. Alors, est-ce que vous avez des concurrents ? Oui, on a des concurrents, et heureusement, parce que c'est toujours inquiétant, en tant qu'investisseur, on dit « oh là, ils sont sur un truc, il n'y a personne ». En fait, on a beaucoup de concurrents. On en a certains, comme par exemple Snozelen, qui existe depuis 40 ans. Donc il est installé, on le retrouve partout. Sauf que nous, notre capsule, elle est mobile. Elle va dans les chambres individuelles. Elle prend les ascenseurs. Voilà, et ce que Snozelen ne fait pas. On a Lumen, on a Philiou, on a Sagesse. On en a plein qui font soit que des casques. Et nous, on apporte le multisensoriel. Et j'espère vous avoir convaincu qu'on a une différence. Et des concurrents qui font exactement comme nous, en fait, on en a identifié un dans le sud de la France, mais il ne fait pas aussi bien que nous. Pas forcément. Mais en tout cas, et c'est aussi rassurant de savoir qu'on n'a pas été les seuls à penser à ce à quoi on a pensé. Maintenant, voilà, notre approche, c'est vraiment de travailler sur les contenus. On a vite identifié que les contenus étaient primordiaux pour faire la différence, donc on investit à fond dessus. Mais j'ai juste une question, ce sera la dernière. Comment vous organisez la maintenance de votre dispositif ? Bien. Aujourd'hui, alors, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'au départ, c'était une contrainte.
C'était une contrainte, on s'est dit mince, il va falloir qu'on aille se déplacer chez chacun de nos clients, ça va nous prendre du temps, ça va nous coûter cher. Surtout qu'on a fait un choix technique, grâce à Ludovic, on s'est dit on ne va pas mettre de Wi-Fi dans le dispositif, donc il n'y a pas de Wi-Fi. Donc s'il n'y a pas de Wi-Fi, ça veut dire qu'il n'y a pas de téléchargement de contenu à distance, ça veut dire que c'est nous qui venons amener les contenus chez le client. Là on s'est dit, on est parti dans un truc de fou. Alors moi j'ai un passé de 20 ans en logistique, donc j'avais compris que ça allait être compliqué, mais rapidement on s'est dit ça va être une force. Parce que là où nos concurrents viennent une fois, ils s'en vont, comme Tower Tafel, qui est un autre concurrent. Nous, on vient une fois, on forme les équipes, on installe. 4 mois après, on revient. 4 mois après, on revient. Et à chaque fois, en fait, on apporte des nouveautés. Et à chaque fois, on s'assure que nos utilisateurs, alors les accompagnants, les soignants, mais les utilisateurs finaux sont satisfaits. Et alors, ce qui est aussi sympa, ce que nous dit Xavier, qui fait beaucoup de mises à jour, il dit mais, des fois, c'est les patients, les résidents qui me reconnaissent. Le PDG de la boîte, il est reconnu par des utilisateurs de sa solution parce qu'il a tissé un lien important avec ses utilisateurs, parce que la boîte, elle s'est construite autour de valeurs humaines. Et c'est ce qui a fait sens, je pense, pour Ludovic au départ, c'est ce qui a fait beaucoup de sens pour moi, et on continue là-dessus. Et donc finalement, les mises à jour, oui, c'est du temps, mais c'est une vraie force, parce qu'on nous le dit, hein, nos clients nous le disent. Hein. Vous, au moins, vous venez. On vient, on revient, et puis tous les clients sont satisfaits. Je vois stop. Donc merci beaucoup, Guillaume, pour votre pitch. On peut l'applaudir. Merci à vous. Et on va maintenant accueillir Emmanuel Froger de Bon Signe. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors on va maintenant parler de bien manger, d'alimentation saine mais surtout gourmande. Emmanuel Froger, vous êtes à la tête avec Jeanne Malfaisant de Bon Signe. Donc c'est un traiteur qui sort de l'ordinaire puisqu'avec vous, tout est local, fait maison et consigné. Vous avez passé 7 ans dans la grande distribution et en parallèle, vous avez aussi passé un CAP de pâtisserie-cuisine parce que vous adorez ça et que c'est votre passion. Et le Covid a été comme une révélation pour vous. Vous avez eu envie de vous lancer dans un projet porteur de sens et c'est ainsi qu'est né Bon Signe. Aujourd'hui, votre ambition, c'est de devenir le traiteur végétarien et zéro déchet de référence dans la métropole lilloise. Mais je vous laisse la parole. C'est à vous, Emmanuel. Merci Amandine. Bonjour à tous, Emmanuel Froger, donc cofondatrice de Bon Signe. Avant de vous parler un peu plus en détail de Bon Signe, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en situation avec les 2 images que vous allez voir derrière moi. Ça, c'est ce que vous avez quand vous commandez un plateau repas, le midi pour une réunion d'équipe. Résultat, une énorme poubelle qui déborde d'emballage. Ça, c'est ce que vous avez quand vous faites une soirée arrosée, entre amis, entre collègues ou en famille. Résultat, une énorme poubelle qui déborde d'emballages et de contenants et de bouteilles en tout genre. Eh bien, c'est pour éviter ce genre de situation que j'ai lancé Bon Signe. Bon Signe, c'est le premier traiteur 100% végétarien et zéro déchet de la métropole lilloise qui vous aide à mieux manger. Mieux manger pour votre santé, mais aussi pour la planète. Notre objectif, révolutionner le monde de l'événementiel, en vous aidant à mieux consommer lors de vos événements. Comment ? Avec 3 piliers. Premièrement, une offre 100% zéro déchet. Deuxièmement, une offre locale. Et troisièmement, une offre bonne pour la planète. Zéro déchet parce qu'on vous livre dans des contenants consignés et de la vaisselle chinée. On va même jusqu'à vous livrer les serviettes en tissu et la déco upcyclée. On cuisine qu'avec des produits locaux et les menus sont faits au jour le jour, à la commande, avec ce que le maraîcher nous donne. Local, les producteurs locaux. Et bon pour la planète parce que notre cuisine est 100% maison, végétarienne et de saison. On veut vous montrer que la cuisine végétarienne, elle a du goût. Alors vous l'aurez compris, avec Bon Signe, fini les emballages et les produits industriels. Place à un traiteur local, authentique et convivial. Quel que soit votre type d'événement, pour les entreprises, le petit déjeuner, le plateau repas le midi, ou encore le déjeuner d'équipe, l'afterwork, le cocktail dînatoire. Pour les particuliers, vos baptêmes, anniversaires, crémaillères, même les mariages, on commence cet été. On vous livre tout dans un rayon de 50 km et on vous reprend tout sale le lendemain. Comme ça, il n'y a rien à faire. Et en chiffres, ça donne quoi ? Bon Signe traiteur a été lancé en janvier 2022. Et en 1 an et demi, c'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 2. C'est 1000 demandes de devis en 30. On n'a jamais démarché. Que du bouche à oreille.
70% de ces demandes de devis qui ont été validées et réalisées par nos soins. 80% de ces demandes de devis qui sont du B2B. C'est aussi 1 client sur 2 qui nous recommande dans les 4 mois. Et encore 9 clients sur 10 qui sont satisfaits. Et c'est une petite marge de 70%. C'est des entreprises qui nous font confiance. Decathlon, Eiffage, Bonduel, Tape à l'œil, et j'en passe. C'est des appels d'offres avec, par exemple, Sérimania au mois de mars qui ont été gagnés, ou le département du Nord pour 3 ans. Mais c'est aussi les collectivités qui passent par nous et beaucoup de familles qui passent par nous pour leur baptême, anniversaire, crémaillère. Donc une cible très diversifiée qui nous permet de lisser notre activité sur l'année. Bonsigne, c'est un traiteur qui commence à se faire connaître dans l'écosystème lillois et qui est surtout accompagné par de nombreuses structures. Alimentaire, F3, Little Big Woman et bientôt le réseau Entreprendre. Mais alors pourquoi ça marche? Parce que Bonsigne répond à une tendance de fond. Vous l'aurez compris, je ne vous l'apprends pas, le dérèglement climatique est bien là. Mais il y a aussi que 60% de la population dit manger un repas végétarien par semaine. La législation va dans ce sens, avec la loi AGEC, avec la loi qui oblige les entreprises à consommer plus responsable. Et si vous voulez garder vos salariés, je vous conseille de mettre le RSE au sein de votre stratégie d'entreprise. Parce que c'est ce que les salariés veulent actuellement. Et en plus, le marché du B2B en traiteur événementiel, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et c'est 30 millions sur la MEL. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. Alors j'ai lancé Bonsigne il y a 1 an et demi à peu près, avec l'objectif de révolutionner le monde de l'événementiel. Et Jeanne m'a rejoint il y a peu pour développer Bonsigne. À nous deux, on est fans de bien manger et d'éco-responsabilité. Et on a aussi 2 profils très complémentaires. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien se répartir les tâches. Moi sur la stratégie de développement, la finance et le management et le commercial. Et elle sur toute la partie gestion des opérations, logistique et achat. Mais Bonsigne, c'est surtout une équipe de passionnés qui cuisinent tous les jours pour vos événements. Aujourd'hui, on est 8. Et demain, on espère être encore plus loin pour pouvoir répondre à toutes vos demandes. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que comment on passe à l'échelle? Notre objectif à 5 ans, atteindre 10% du marché traiteur B2B de la MEL, soit un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. En plus, ouvrir de nouvelles villes, s'étendre au national. Comment? En radicalisant notre offre, en développant de nouveaux services et surtout en embauchant, structurant, processant, automatisant. Parce que oui, aujourd'hui, Bonsigne est lillois. Mais demain, c'est le national qu'on veut aller chercher, avec du développement en propre, puis des franchises. Et c'est pour ça qu'on cherche à lever des fonds. Entamer cette levée de fonds avec vous aujourd'hui, c'est un peu un tremplin. Un tremplin pour changer d'échelle. Parce que premièrement, ça va nous permettre de constituer notre board de business angels et d'experts qui vont permettre de nous aider à asseoir nos stratégies au national. On a besoin de se faire aider et guider. Et deuxièmement, c'est un tremplin financier. Parce qu'on cherche à lever 500 000 euros pour dupliquer le modèle et amorcer cette croissance sur la région. Embaucher, trouver notre labo sur la MEL et acheter tout le matériel pour pouvoir se développer. Alors demain, Bonsigne, ça sera le trader à bas carbone de la France. Et si vous aussi, vous pensez comme moi qu'on peut allier convivialité et impact environnemental et que vous voulez investir dans l'avenir, alors je vous attends, c'est Bonsigne. Merci beaucoup Emmanuel. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est que c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'événements estampillés verts dans un milieu qui est quand même très axé sur le plastique avec la vaisselle jetable. Même si des efforts sont faits, est-ce que c'est difficile de faire changer les choses? C'est très difficile pour un traiteur qui commence pas dans le zéro déchet de s'y mettre. Ils vont devoir s'y mettre d'ici 2035, donc on va avoir de la concurrence. Mais nous, on a la chance de partir dès le départ avec un process totalement écrit pour faire du zéro déchet.
toute notre vaisselle est chinée, on n'a que des contenants en verre. Et il y a une vraie logistique qui est compliquée avec le lavage, le nettoyage, le portage, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, le fait de porter. Vraiment, il y a tout un process que les traiteurs qui font du déchet n'ont pas. Et si on parle business, j'imagine que forcément le local, le fait maison coûte plus cher. Est-ce que vos clients sont prêts à mettre le prix ? Alors oui, les clients en général sont prêts à mettre le prix, mais il faut se dire que faire appel à Bonsigne, c'est pas faire appel à un prix exorbitant. On a un prix qui est totalement en lien avec celui de la concurrence, puisqu'en fait, nous, on met à dispo tous les plats de service exprès pour justement montrer que le zéro déchet est facile à faire et convivial. Et donc, en fait, on facture que ce qui n'est pas rendu. Parce que oui, il y a des gens qui volent nos serviettes et nos petites vaisselles, et là, on le facture, mais sinon, il n'y a pas de souci. Qui prépare les plats ? Vous avez des professionnels dans votre équipe ? Alors, j'ai 4 cuisiniers à temps plein, qui sont tous les 4 végétariens et qui sont passionnés et qui cuisinent tous les jours. Ouais. Et ensuite, sur la gestion des contenants, comment ça se passe ? Donc, vous venez les récupérer sur le lieu de l'événement ou de l'événement personnel de type mariage, et ensuite, vous les lavez vous-même, ou est-ce que vous avez un partenaire particulier pour le lavage des contenants ? Dans notre labo, on a une partie plonge spéciale pour la vaisselle des événements, et on a un plongeur dédié qui lave toute la vaisselle et après la range dans nos stocks. Vous vous positionnez comme un traiteur local et engagé. D'où viennent les produits avec lesquels vous cuisinez ? Comment vous sourcez les producteurs ou les maraîchers ? Alors, on a écrit une charte des fournisseurs qui nous permet de vraiment respecter un cahier des charges. Et tous les employés de l'entreprise savent qu'ils ne peuvent pas faire appel à un fournisseur s'il ne respecte pas le local, le zéro déchet, le respect de l'homme. Enfin, voilà, il y a plein de critères comme ça. Et pour le moment, on a aussi les fournisseurs qui aiment le concept et qui sont locaux ou qui sont dans les mêmes valeurs, qui viennent à nous aussi. Mais notre maraîcher, il est de Saint-Gain-en-Wep, le fromager, il est de Ronques. Enfin, voilà, c'est vraiment des produits locaux. J'ai envie de poser une question qui est là d'ailleurs du public. Vous créez des recettes originales pour les événements et comment est-ce que vous renouvelez votre proposition de valeur, votre carte ? Alors, on n'a pas de carte fixe. C'est ça aussi, faire appel à Bonsigne, c'est qu'on ne pourra jamais vous dire le menu à l'avance. Puisque vraiment, en fait, tous les vendredis, on clôture les événements on regarde tous les devis qu'on a de la semaine, on appelle le maraîcher, il nous dit les légumes, et là, mes cuisiniers font le menu. Donc, on peut vous dire vraiment une semaine à l'avance ce que vous allez manger, et c'est là qu'elles inventent les recettes. On fait beaucoup de brainstorming avant, et elles testent pas mal de recettes. Et à partir de là, on fait le menu en fonction de ce qu'on a. Zéro gaspillage. Vous réalisez pour l'instant 80% de votre chiffre d'affaires en B2B. Il y a donc une marge de progression sur le B2C. Est-ce que c'est une envie de Bonsigne d'aller plus vers les particuliers ? On a commencé avec le B2C et on s'est naturellement tourné vers le B2B parce que c'est venu à nous. Et en vrai, non, on veut vraiment plutôt gagner en B2B, aller toucher toutes les entreprises et se professionnaliser pour répondre à vraiment tous les événements du B2B. Après, le B2C, on va tester là, de faire des mariages cet été. On répond à la demande quand elle est là, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Et comment vous faites pour la logistique ? Si vous êtes à 80% en B2B, vous avez du transport avec la vaisselle, vous avez des partenaires, comment ça se passe ? Non, on fait tout en interne pour le moment. On a notre camion, notre livreur, nos serveurs et comme ça on est sûr de la qualité de ce qu'on donne. Vous parliez dans votre pitch d'une expansion sur le national. Ce serait sous quelle forme ? Est-ce que vous avez imaginé ça sous forme de franchise ou en propre et à quel horizon ? D'ici 2025, on veut ouvrir une nouvelle ville. Moi, je pense à Lyon parce que j'ai beaucoup de réseaux là-bas vu que ma dernière boîte était à Lyon et qu'ils me suivent beaucoup et qu'il y a beaucoup d'entreprises. Mais on est en train de réfléchir un peu. Et après, l'idée, c'est on a 1 an pour asseoir la stratégie sur la MEL, bien tout processer et pouvoir dupliquer après, dès 2025, Lyon et d'autres villes, que ça suive en fait. Et pourquoi pas après le faire en franchise. Et en termes d'effectifs, qu'est-ce que ça pourrait donner également, cette expansion, ce développement de Bonsigne ? Faut compter que là, sur l'île, on est 8 actuellement et on est vraiment sous-staffé. Donc, on espère déjà d'ici fin 2024 doubler, voire tripler l'effectif. Et après, il faut compter le même effectif dans chaque ville. Donc, ça peut vite monter.
Et sur les ouvertures que vous pourriez avoir ailleurs en France, est-ce qu'on peut imaginer que l'agence lyonnaise n'aura pas les mêmes recettes que l'agence lilloise? Comment vous prévoyez ça? Est-ce que vous allez mutualiser les recettes ou même la vaisselle? C'est tout ça, c'est toute l'année à venir qui va nous permettre d'établir tout ça. Parce que justement, quand on fait du local, comment on va faire les mêmes recettes dans une autre ville que Lille si on n'a pas les mêmes produits? Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des mêmes bases et des mêmes idées, mais on ne fera clairement pas les mêmes recettes puisqu'on veut vraiment que ça reste local. Combien vous avez réalisé d'événements depuis la création de l'entreprise? On a eu 1000 demandes de devis, on a réussi à en réaliser 70%. Dans les 70%, dans les 30% restants, c'est parce qu'il y en a à peu près 15 à 20% qu'on n'a pas réussi à réaliser parce qu'on était trop petits, et 10% qui ont été refusés par le client. Et donc 70% de 1000 devis, ça fait 700 événements depuis 1 an et demi. Là, pour l'instant, votre business model est sur le végétarien, parce que j'imagine que ça fait aussi partie des convictions de l'équipe. Est-ce que vous pourriez vous ouvrir à une alimentation traditionnelle? Non. C'est catégorique. On peut aller sur la cuisine végane si vous voulez, mais on n'ira pas sur une alimentation non végétarienne parce que justement, on veut montrer que c'est bon la cuisine végé et que les gens ne s'en rendent même pas compte quand on fait un cocktail dînatoire qu'il n'y a pas de viande. Vraiment, ça ne se rend pas compte. Et au moins, on a maintenant, à la fin de chaque devis, par exemple, on vous envoie l'impact environnemental que vous avez eu en mangeant végétarien. Et en vrai, c'est énorme. Voilà. Quelle est la taille des événements que vous pouvez couvrir, un minimum, un maximum? On commence à 10 personnes et on a fait jusqu'à 500 personnes aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel. On arrive au terme de ces 7 minutes de questions. Je profite de cette transition entre les deux premiers porteurs de projet avant de passer aux 2 autres pour remercier les partenaires. Donc Tanguy Dubly de chez Bignon-le-Bray qui siège au comité de sélection d'Investinov. Et d'ailleurs, les porteurs de projet ont déjà demain matin un petit déjeuner pour les accompagner à construire leur première relation avec les investisseurs. Et je l'espère, vous dans la salle. Les porteurs de projets ont été aussi coachés parce que ce n'est pas toujours évident de se préparer à pitcher comme ça devant un public. Donc, ils ont suivi des sessions de coaching collective et individuel avec Marine Cornavin, conseillère et fondatrice de Madame Pitch. L'objectif, c'était de développer leur leadership, mais aussi de préparer une présentation qui attise la curiosité et qui marque les esprits. Et j'en profite pour annoncer le prochain événement de Madame Pitch, donc lundi 12 juin, dans quelques jours, à 18h30 à Lille. C'est le prochain Open Pitch. Alors le principe est simple, c'est une scène, un micro et 10 personnes qui vont pitcher sur le sujet de leur choix. Alors ça peut être des entreprises, des associations, mais aussi des projets personnels. Donc n'hésitez pas, Marine est dans la salle si vous avez envie de vous inscrire et de connaître le lieu. Et enfin, les porteurs de projets ont été accompagnés par Julien Meunier de chez KPMG, qui est expert dans l'accompagnement de start-up et d'entreprises innovantes, à la fois sur la recherche de financement. On sait que c'est le nerf de la guerre pour les start-up et la fiscalité de l'innovation. Et d'ailleurs, j'invite Julien à nous rejoindre sur scène pour remettre le prix Coup de cœur KPMG. Merci, ravi d'être là auprès de vous aujourd'hui pour cette énième soirée Investinov, j'ai envie de dire, puisqu'on est un partenaire historique et on prend toujours plaisir à accompagner les porteurs de projets en amont sur le pitch. Et on est toujours ravi de voir, j'ai envie de dire, le chemin parcouru entre le passage en comité de sélection et puis leur intervention devant vous et la façon dont ils exposent leurs projets pour, j'espère, vous donner envie d'investir auprès d'eux. Voilà. Donc on a un choix difficile à faire chaque année de sélectionner un porteur de projet parmi les 16 qui ont pu se présenter face à vous durant l'année. Et donc pour les 4 dernières sessions, nous avons décidé avec quelques membres de l'équipe d'attribuer le prix coup de cœur à la start-up Philolab. D'ailleurs, qui peut nous rejoindre sur scène, Carlo Santini et Philippe Schmitt pour recevoir ce prix.
Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est toujours intimidant de recevoir un prix. Je me sens Surtout que vous étiez sur cette scène, vous aussi, en octobre 2022 pour pitcher également. Oui, tout à fait. Et ça a été une très belle expérience. Moi, les témoignages que je peux faire ce soir, c'est que la préparation du pitch elle-même, ça permet de faire un sacré travail intellectuel pour être extrêmement concis, précis. Et la précision qu'on peut apporter, elle nous suit après, au-delà de cette présentation, parce qu'on a les idées bien claires. Et justement, je voulais remercier aussi, évidemment, la société KPMG et Julien en particulier, parce que avec ce travail préparatoire, lorsque j'ai dû l'exposer à Julien, je me suis dit, mais soit j'ai été clair, soit il est extraordinairement brillant, mais c'est bien la première fois qu'au bout de quelques minutes, quelqu'un comprend aussi bien et dans la profondeur le projet qu'on portait. Donc, je reste avec un doute, ça c'est peut-être toi qui est génial. Voilà, donc ça c'était juste avant. Et puis, il est vrai que cet événement nous a donné une certaine notoriété, donc ça c'est toujours positif. Dans le secteur d'activité qui est notre cible, la biologie médicale. Au-delà de la biologie médicale, évidemment, on a été un petit peu plus visible par les apporteurs de fonds, en particulier les fonds régionaux. Donc ça, c'était quand même le but précis. Et puis surtout, pour nous, dans notre histoire, il y a eu aussi une notoriété qui était un peu inattendue sur le coup. C'est qu'il y a un corporate du secteur qui nous a contactés quelques mois après et qui s'est appuyé sur la vidéo d'Invest Innov et avec lesquels aujourd'hui, le corporate avec lequel plutôt aujourd'hui, on est dans une discussion assez avancée pour distribuer nos produits sur l'ensemble de la France aujourd'hui. Donc c'est pas encore abouti et je suis soumis à des écrits qui m'interdisent de citer cette marque. Mais en tout cas, voilà, j'ai que des remerciements à faire à Eurasanté, à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et puis, Carlo et moi, je m'excuse de parler en ton nom, mais on est extrêmement sensibles à travers, on a une certaine maturité, on est des start-upers un petit peu peut-être atypiques, parce que nous deux, on a 120 ans, mais on est extraordinairement sensibles pendant tout notre parcours, qui dure depuis maintenant plusieurs années, à l'aspect humain. Et voilà, donc on a évidemment de la conviction à porter notre projet, mais au cours de cet événement d'Investinov, on a pu partager énormément de belles choses avec beaucoup de personnes, dont certains que je revois avec plaisir ce soir. Eh bien, merci beaucoup et encore félicitations, on peut vous applaudir. Merci. Merci à tout le monde, merci beaucoup. On va maintenant passer au troisième porteur de projet, donc Guillaume Villain de chez Phil School. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors vous, avant votre nouvelle vie d'entrepreneur, vous faisiez totalement autre chose puisque vous avez été professeur des écoles pendant 18 ans et vous avez publié différents ouvrages à destination des enseignants mais aussi des parents. Et en 2012, vous avez repris des études sur la création d'entreprises, probablement parce qu'il y avait déjà une graine d'entrepreneur en vous. Et il y a 2 ans, vous avez dit au revoir à l'enseignement pour vous lancer dans Phil School. Donc Phil School, c'est une application pour que les élèves puissent partager leurs émotions, leurs joies, leurs peines, une sorte de journal intime virtuel dont le premier centralisateur reste l'école. Et loin des réseaux sociaux, vous avez voulu développer un dispositif d'entraide basé sur la bienveillance. Mais je vous laisse nous expliquer tout ça. C'est à vous. Merci. Alors, je vais droit au but. Je vais vous demander de lever le doigt si vous avez connaissance d'une situation de harcèlement scolaire ou de mal-être dans votre entourage. Donc, si vous avez connaissance d'une situation de harcèlement ou de mal-être dans votre entourage. À toutes ces personnes qui ont levé les doigts, je vais vous demander de réfléchir vers quoi ces parents ou ces ados, ces jeunes se sont tournés. Je sais pas, vous avez l'idée en tête? Eh bien, malheureusement, on a un élève sur 3 qui est victime de harcèlement scolaire en France chaque année.
Et beaucoup de parents sont complètement dépourvus. Ils ne savent vraiment pas vers qui se tourner. Est-ce que l'établissement va savoir faire quelque chose? Tout le monde en parle. On a encore entendu ce matin, malheureusement, il y a la petite Lindsay dans le Nord qui a mis fin à ses jours. Donc là, on est sur une dramatique histoire. L'État essaye de faire des choses. Donc il y a un super plan phare qui a été mis en place dans les écoles, mais qui est lourd, qui n'est pas facile à installer. Et donc l'idée, nous, c'était de trouver une solution à ça. Et on l'a appelé FIL. Donc FIL, c'est le premier dispositif dédié à la santé mentale des jeunes qu'on va déployer en fait dans les établissements scolaires, donc collège, lycée, école supérieure. Et ici, tout dernièrement, on a même été contacté par l'AO, donc le centre de formation. Et on vend donc cette solution à l'établissement. C'est plus ou moins un panier moyen de 5 000 € par établissement scolaire, et c'est gratuit pour les élèves. Donc, je vais vous présenter 3 profils. On a Leila qui a 13 ans, elle reçoit tous les jours des SMS avec des textos en fait, avec des insultes, elle n'ose même pas en parler à ses parents, elle n'en parle pas à l'école, et elle reste avec ça sur le cœur, elle ne sait pas quoi faire. On a Léo, autre cas de figure, lui il a des crises d'anxiété, au point en fait d'en devenir une phobie, il n'ose même plus aller à l'école. Et des élèves qui sont oubliés, et on va miser, nous, sur ces élèves-là. C'est des élèves en fait, qui ont déjà une expertise. Donc cette élève-là, par exemple, elle a vécu des violences physiques. Elle est plus âgée, elle est sortie, tout ça, ça va beaucoup mieux, elle a envie d'aider, mais elle ne sait pas comment faire. Nous, on va lui donner la possibilité d'aider les autres et d'avoir une force en fait, sur toute la communauté de l'école. Comment on fait ça? Donc, on va avoir une application sociale où ils vont partager leur situation, que ça soit positif ou négatif, et recevoir le soutien d'une communauté en fait, ultra bienveillante qui est inter-école. Donc ils partagent leurs solutions, les autres viennent les aider. Et nous, en fait, on va détecter des choses, et par rapport à ça, on peut leur pousser du contenu préventif sur telle thématique, pousser des vidéos inspirantes, des défis, des citations, en mode de développement personnel, mais nouvelle génération. Ça, c'est pour la partie élève. Pour la partie école, on va donner des lunettes à l'école pour éviter d'arriver à des situations dramatiques comme on vient de voir avec l'INSEE, parce que en fait, le harcèlement, on ne va jamais savoir l'arrêter, mais il faut juste le prendre très tôt et y mettre fin très tôt. Et donc, notre objectif, nous, c'est de l'arrêter, de le voir très vite et de signaler à l'établissement scolaire, voilà, on a détecté telle situation. Alors la détection, elle va aller aussi sur des tendances. Donc si on voit de l'homophobie, du racisme, du tabagisme, pour derrière leur dire, là, il faudrait peut-être faire une campagne d'affichage ou dites un message à vos profs pour qu'ils fassent passer le message. Alors, comment on fait ça? Là, on a la salle en fait, où on s'est installé à cette école-là, c'était à Bruxelles. On est passé donc devant 1000 élèves. On présente l'ensemble de la solution aux élèves et aux profs. On va en profiter pour recruter des ambassadeurs. Les ambassadeurs, donc, c'est des jeunes de l'école qui sont un peu plus âgés, qui vont en fait déjà nous servir pour parler de nous dans l'école, lui dire il faudrait peut-être que tu utilises l'application. Et donc c'est aussi super pratique. Et quand on a une situation de blocage parce que les jeunes ne veulent pas en parler, et ça arrive très très souvent, on redirige en fait vers des jeunes si la situation est légère. Si c'est plus lourd, on redirige vers, si c'est une pilule du lendemain, un planning familial, à la maison des ados, ou directement à l'établissement si c'est une situation de harcèlement. Donc ensuite, l'après-midi, déjà, ils peuvent utiliser l'application si c'est toléré dans l'école. Nous, on repère les situations, on alerte l'école quand on a des difficultés où c'est vraiment problématique. Et le but est aussi de leur donner donc, un rapport bien-être avec des solutions à mettre en application. L'application pour les jeunes, donc, ils vont choisir leur humeur, d'horrible à génial. Ils vont partager leurs émotions, leurs besoins, sur quelle thématique ils sont en train de parler pour que les lecteurs comprennent ce qu'on est en train de dire. Ils vont mettre leur situation. Et ensuite, on va choisir, est-ce que je partage publiquement parce que ça peut regarder tout le monde, c'est une thématique légère, ou est-ce que je passe en anonyme parce que c'est une thématique plus lourde. Vous allez me dire, en RGPD, tous ces trucs ingérables, vous n'allez pas gérer. Eh bien, en fait, c'est incroyable parce qu'ils n'ont pas de safe place. Et là, ils prennent soin eux-mêmes de l'application de toute la communauté. Donc ils vont faire des signalements d'une personne en détresse ou d'une personne malveillante. Nous, on va analyser ça dans Bodyguard, c'est une IA française qu'on loue, qui nous donne une cote de positivité, de négativité, qui nous permet de justement gérer cette problématique. Et puis on décide, est-ce qu'on bloque l'utilisateur avec son numéro de portable ou est-ce qu'on redirige cet élève parce qu'il est en difficulté. Le marché il est assez énorme. En France, on a juste 15 000 établissements scolaires. L'idée, c'est vraiment d'aller sur 280 établissements d'ici 2026 à un panier moyen de 5 000. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment tout ce qui est préventif. C'est souvent de l'humain. Donc, ils vont aller dans l'établissement. Ça coûte beaucoup et finalement, c'est ponctuel.
De l'autre, vous avez par exemple le 3114, c'est l'appel la ligne suicide. En fait, quand on est là, on est très mal barré, on est déjà très très loin dans l'horreur. Et nous, en fait, on veut vraiment intervenir et sur le préventif et entre deux où c'est le vide pour éviter d'arriver à des situations dramatiques. Comment on fait ça? Avec une super équipe. Il y a Logan et Lucas, 2 développeurs qui ont fait leurs études à Lille. Moi, donc, j'étais dans l'enseignement pendant 18 ans. Et on avait commencé donc avec Bruno Mbey qui nous a beaucoup aidé sur la création de postes avec les émotions, sur les thématiques du harcèlement. Et là, on crée le board en fait scientifique pour repérer en fait avec Louise Amélie qui va repérer différents schémas. Donc il y a des schémas qui se représentent et c'est assez flagrant dans l'application pour voir arriver une dépression, voir arriver une situation de harcèlement ou de scarification. Et Benoît Galland arrivera dans un second temps, c'est un expert plutôt aux études d'impact pour mesurer l'efficacité de notre dispositif. Je vais revenir vite fait en arrière. Donc on a commencé en mai 2021. On a validé d'abord le concept avec les pros santé mentale, puis on a poussé de l'ADS avec juste des images. Ensuite, on a développé un MVP. On a été chercher quand même 20 000 utilisateurs pour voir est-ce qu'on n'est pas en train de faire un truc pour une niche. La presse est hyper réactive. Et là, ici, en janvier, on a commencé avec 3 écoles pilotes pour valider le concept avec les écoles et le business model, puisqu'elles ont payé, et elles payent au démarrage les 100 000. Donc c'est assez cool aussi au niveau business. L'idée donc maintenant, c'est de grossir notre équipe commerciale, notre équipe de suivi, et d'aller chercher un maximum d'écoles. D'abord sur les écoles privées parce qu'elles ont un peu plus d'argent, et puis sur le plus long terme, d'aller sur le public pour toucher un maximum d'élèves. On est aujourd'hui pour les 300 en equity, et de l'autre, on va chercher donc prêts d'honneur, prêts bancaires et les subventions. Et comment on va répartir ça? On a une charge qui est un peu plus importante sur la vente parce que le scolaire, ça reste quand même, on a besoin d'une bonne équipe solide en vente. Et puis après, c'est du suivi de la communauté, le suivi des écoles et du développement pour améliorer justement la prédiction et la prévention le plus rapidement possible. Mais voilà, investissez donc pour construire ensemble un produit de référence. On a plein de places, le marché il est là. La problématique, malheureusement, elle va dans notre sens parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont mal. La timeline est top. Vous pouvez réserver directement un rendez-vous avec le QR code ou nous voir au stand là-bas au fond. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Guillaume. Vous le disiez dans votre pitch, vous avez commencé par des établissements privés parce qu'ils ont plus de moyens. On sait que le monde éducatif n'est pas peut-être celui qui peut investir le plus et qui a déjà du mal à mener ses missions premières. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et comment une start-up qui arrive dans une école, un établissement, c'est un petit peu inattendu. Donc comment vous arrivez à leur donner envie d'investir? En fait, c'est assez magique parce que je suis enseignant, du coup ça passe peut-être mieux que du pur commerce. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je sais ce qu'ils ont vécu. En fait, on leur demande de faire beaucoup de choses. Et des fois, ils se disent, en fait, c'est pas notre boulot, ou on est complètement débordé. Donc, nous, en fait, on essaie de soulager l'équipe. Et donc, c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, on va vraiment par rapport à ça. Le fait de ne pas être une asso, le projet, c'est un beau projet. Mais en mode asso, c'est bisounours. Parce que ça demande quand même une équipe costaud. Ça demande quand même beaucoup de développement. Et en asso, c'était pas possible. Donc, voilà. En étant les pieds sur terre, tu te dis ok, normal. Est-ce que le contenu de l'application ou l'application peut être modifié en fonction du type d'établissement auquel vous vous adressez? Une fac est différente d'un collège ou d'un lycée. Est-ce que c'est adaptable? En fait, l'application en elle-même, elle va rester tout le temps. Le contenu, on s'est créé le contenu juste pour cette école-là. Donc, si on a un problème, tel type de problème pour telle école, on s'est envoyé ce contenu à cette école-là. Donc, il y a un paramétrage et une personnalisation par rapport à l'établissement. Maintenant, le partage inter-école va pas bouger d'une école à l'autre. Comment vous pourriez définir la place de Feel School entre les élèves et les écoles ou les établissements? Est-ce que vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte en cas de danger? Oui, en fait, on a un tampon. On a carrément un bouton SOS où ils peuvent alerter vraiment sur une thématique dangereuse. Et en fait, ça, c'est pas vraiment c'est un plus pour les adultes. Tous les adultes imaginent que ce bouton SOS, c'est la solution. En fait, eux, la solution, c'est de le poster en public et de recevoir de l'aide de la communauté. Et il y a des choses magiques, que ça soit sur des thématiques vraiment tendues, comme on a eu, par exemple, un viol, avec une entraide
qui est juste incroyable parce que c'est une autre personne qui l'a vécu, et même si elle est plus jeune, bah, elle trouve les mots qu'on ne trouverait pas forcément. Donc il y a une dynamique assez énorme par rapport. Mais ça, ensuite, comment vous gérez justement ces cas graves? Il y a un signalement auprès des autorités compétentes. Comment on passe pour à le très très grave, en fait, on a eu 2 cas de figure vraiment très lourds, avec une petite qui dit je viens de me sectionner des veines, je suis dans ma baignoire. Là, en fait, on la contacte en message privé. Si elle répond pas ni en public ni en privé, là, on peut aller dans la base de données, on prend le numéro de portable, on sonne au 112. Le 112, ils nous mettent en relation avec la police et ils envoient et police. Et nous, la seule info fiable qu'on a, en fait, parce qu'ils peuvent mentir sur leur nom, mais on a leur numéro de portable et grâce à ça, on sait les repérer. Et à l'inverse, comment vous pourriez gérer les fausses alertes? Ça peut arriver, C'est mon deuxième cas. C'est rigolo. Enfin, non, c'est pas rigolo. Mais là, on a envoyé les secours parce que c'était exactement le même cas de figure. J'ai pris les 2 boîtes de Xanax de maman. Elle répond pas non plus après. On envoie les secours. Et en fait, elle est en train de manger tranquille avec papa, maman. Donc, elle revient en disant qu'est-ce que c'est que cette app? Alors qu'on prévient, en fait, quand on va. Enfin, on prévient logiquement. Mais voilà, on préfère de toute façon alerter parce qu'il y avait quand même des signes. Nous, elle était déjà sous surveillance parce qu'on met des drapeaux. Si on remarque, je ne sais pas, justement des signes de scarification ou des signes vraiment graves, un début de dépression ou solitude ou problème de genre. Enfin, voilà, s'il y a 3 drapeaux d'allumés, clairement, c'est un profil qui est sous surveillance. Quel est votre modèle économique? Est-ce que c'est un abonnement à l'utilisateur ou selon le type de call, comment vous rémunérez? Oui, donc on va commencer. Donc ici, le forfait de base, c'est 5 € par élève par an. Donc une école de 1000 élèves, c'est 5 000 €. Et l'idée, après, c'est de voir des services supplémentaires, vraiment s'ils veulent mettre des heures de psy, parce que certaines écoles aimeraient bien, ils ont le budget, d'autres l'ont pas. Et donc voilà, il faut un peu s'adapter aux finances de l'éducation. Et justement, comment vous arrivez à garantir une bienveillance face à des élèves qui sont vraiment ultra connectés? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller sur votre application plutôt que sur une autre? En fait, s'ils vont sur Twitter, en fait, avant de commencer à faire fil, sur Twitter, j'avais été repéré, les jeunes font des faux profils, ils n'ont même pas de followers, et ils vont dire « je me fous en l'air ». Et ce truc, il tombe comme une bouteille à la mer, personne ne va leur répondre. Et donc, c'était vraiment un besoin d'avoir un endroit où ils peuvent se confier. Mais si ils viennent se plaindre en disant « je suis laide », il y en a plein d'autres sur Insta, ils vont dire « clairement, t'es dégueulasse, nanana ». Il n'y a pas d'endroit safe, en fait, vraiment, ça n'existe pas. Et du coup, quand ils arrivent là, ils se disent « mais c'est les bisounours ». Ils vont mettre 2-3 jours à regarder ce qui est en train de se passer dans l'app. Et vous pouvez venir essayer après, vous allez voir, c'est juste dingue. Et puis une fois qu'ils sont réconfortés, ils vont pas être moqués, voilà, ils se lâchent et on arrive enfin à les faire parler et c'est la clé en fait. Et c'est ça le début de la solution, que ce soit du harcèlement, que ce soit le début de dépression, c'est d'en parler. Même si au début ils avaient des freins par rapport à leurs amis, là ils osent se lâcher. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, juste un cas qui revient toutes les semaines, c'est j'ai pas envie d'aller chez le psy parce que les psys c'est pour les fous. En fait, quand c'est un autre ado qui vient lui dire non mais moi je vais chez le psy, en fait c'est l'autre ado qui va le convaincre et puis il va revenir 3 semaines après en disant finalement j'ai pris un rendez-vous. Et ça on l'a tout le temps. Donc c'est vraiment essayer de vulgariser la santé mentale à très grosse échelle et c'est juste magique. Au travers de l'expérience que vous avez déjà, est-ce que vous pouvez donner un témoignage de l'efficacité de votre méthode? L'efficacité. Témoignage. En fait, les témoignages, donc on pousse aussi des questionnaires directement dans l'application pour avoir le retour. Est-ce que vous êtes content déjà de l'application? Est-ce que vous êtes content de l'entraide qu'il y a dans l'application? Et là, les stats, elles sont énormes. C'est vraiment hyper important. Le point négatif, ce serait d'avoir encore plus de gens. Mais pour ça, il faut qu'on accroître l'équipe et aller chercher plus d'écoles. Par rapport à l'efficacité, en fait, on ne va pas arrêter le harcèlement. Ce qu'il faut vraiment se mettre en tête, en fait, c'est que le harcèlement, il faut juste que nous, on arrive à le détecter hyper tôt pour que ça ne prenne pas des proportions gigantesques et que l'école arrive à gérer. Le cas de l'INSEE, on est trop tard dans la problématique et là, on ne va pas être des sauveurs. Nous, on veut juste éviter que ça n'arrive là pour le détecter super tôt, prévenir super tôt les adultes pour que l'histoire, elle s'arrête rapidement. Une toute dernière question, Guillaume, pour rester dans le timing. Est-ce que votre application pourrait être utilisée à l'étranger? Est-ce qu'il faudrait simplement traduire ou il y a des législations à respecter? Là, en fait, on est en francophonie mondiale déjà. Donc, comme on a fait les tests utilisateurs en francophonie, on a des Québécois, on a l'île de la Réunion, enfin, on en a partout. Alors, un des cas de figure qui nous a fait aller vers les écoles, c'est justement une élève qui était au lycée français à New York.
on n'avait aucun contact avec l'école. Et donc, on s'est dit, clairement, il faut qu'on remette du contact et qu'on recrée des liens. Et en fait, c'est ce qu'on va faire. On va créer du lien avec l'école. Et puis, une fois qu'on est dans l'école, on crée du lien avec le terrain. Donc, que ce soit la maison des ados, le planning ou les services externes, on leur demande, on contacte tout le monde en leur disant, bah voilà, nous, on va peut-être vous envoyer des élèves parce que si on détecte, c'est chez vous qu'on arrive. Enfin, par rapport à la problématique. Donc, en fait, c'est une application digitale, mais qui va recréer du lien physique pour des jeunes qui sont parfois, qui n'ont pas la bonne vision de « Ah bah tiens, le planning peut m'aider pour ça », en fait, ils ne savent même pas. Et du coup, c'est soit d'autres adultes qui vont dire « Si nous, on intervient », ou d'autres jeunes, et ça passe encore mieux. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. On va maintenant accueillir notre dernier porteur de projet. Merci à tous en tout cas et toutes pour vos nombreuses questions sur les différents projets entrepreneuriaux qu'on écoute ce soir. Donc on va accueillir maintenant Anthony Tartare de chez Winav. Bonsoir Anthony. Bonsoir Amandine. Donc Winav, c'est une toute jeune structure, puisque vous venez de souffler votre toute première bougie il y a quelques jours, avec vos deux associés et amis d'enfance, Antoine Boucher et Kevin Capendu. Vous avez imaginé Winav. Vous êtes incubé à Euratechnologies. Le principe, c'est de transformer les bateaux thermiques avec moteur à forte puissance en bateaux électriques. Donc le rétrofit, c'est ce mécanisme de transformation de moteurs qu'on retrouve aussi dans l'automobile. C'est vraiment un sujet en vogue, alors que la région est en train de se doter d'un véritable écosystème de gigafactories. On en a beaucoup entendu parler la semaine dernière. Par contre, sur le bateau, il y a encore très peu d'acteurs, ce qui fait de Winav un acteur sur un vrai marché de niche. Mais vous allez nous expliquer tout ça, Anthony. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anthony Tartare et je me posais une question. Pourquoi dépenser une fortune et contribuer à la pollution en achetant un bateau électrique neuf alors que la durée de vie d'un bateau peut dépasser 90 ans ? Aujourd'hui, je vais vous présenter Winav qui transforme les bateaux thermiques en électriques ou hybrides sur mesure. Prenons ici l'exemple des calanques de Cassis. Depuis 2020, les armateurs, les acteurs du tourisme ont de nombreuses restrictions directement pour faire les visites à l'intérieur des calanques de par les moteurs thermiques qui sont bruyants, qui sont vibrants et qui gênent énormément la faune et la flore marine. De plus, ces moteurs justement qui sont bruyants, qui sont polluants et également vibrants, abîment l'expérience directement côté utilisateur. Et donc c'est pour cela que nous devons rentrer en jeu. Winav, comme je le disais, transforme les bateaux thermiques en électriques ou hybrides sur mesure. Le but, c'est que ça va permettre d'enlever toutes les restrictions possibles directement pour les armateurs qui ne peuvent plus faire leur métier comme ils le faisaient avant. Mais de plus, ça va protéger la faune et la flore marine de par les moteurs qui n'auront plus aucune vibration, qui n'auront plus de bruit et qui n'auront plus de rejet de CO2 directement par l'hélice, tout simplement à l'arrière du bateau. Donc c'est également un investissement pour ce client. Le but, il a à peu près une rentabilité de 7 ans de par l'électricité qui est beaucoup moins chère que l'essence, mais également au niveau de la maintenance. On part sur plusieurs dizaines de milliers d'euros par an de maintenance sur un système thermique, alors que sur le système électrique, on est à seulement quelques centaines d'euros. Donc c'est un énorme investissement pour lui et par la suite être l'un des premiers acteurs de la transition. Donc en ce qui concerne notre processus, le processus total dure environ 10 mois. Donc on commence par une pré-étude de faisabilité. À partir de cette étude, on va envoyer directement un devis à ce client pour lui permettre justement de pouvoir continuer avec nous. Une fois engagé, on va s'occuper de faire la prise de code directement sur son bateau et l'homologation. C'est-à-dire que la stabilité faite par notre architecte naval va nous permettre de savoir où placer les batteries et de ne perdre aucun passager directement sur le bateau. De plus, on fait également les demandes d'aide privées ou publiques qui peuvent atteindre 80% directement pour cet armateur et ainsi procéder à une transformation à moindre coût. Ensuite, directement dans nos locaux, on va directement faire l'ingénierie, on va faire tout le design et à la fin des tests, on sera en partenariat avec des chantiers navals pour faire la transformation le dernier mois sur la période de 10 mois complète. Donc notre marché adressable, on est vraiment sur un marché de niche et on compte plus de 117 000 bateaux supérieurs à 8 mètres.
Pourquoi supérieur à 8 mètres? Parce qu'on a un point qui est très intéressant par rapport à la voiture, c'est qu'un bateau supérieur à 8 mètres a énormément de place dans la cale. Donc l'autonomie est en aucun cas à problème directement dans le milieu naval. De plus, avec un panier moyen d'environ 200 000 €, on a un chiffre d'affaires potentiel de 23 milliards d'euros, ce qui est un énorme point directement pour nous. Notre cœur de cible direct est tout ce qui va être loueur de bateaux, tout ce qui va être acteur du tourisme, comme je le disais précédemment, les calanques de Cassis, ce qui nous offre un marché d'environ 6 000 personnes directement pour justement transformer leurs bateaux. On compte faire 8 signatures d'ici la fin de l'année. Donc avec un chiffre d'affaires de 200 000 €, ça fait un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros. Et il faut savoir que l'année du nautisme commence en septembre. Donc l'année directement dans le nautisme est de septembre à août. Et donc là, c'est en septembre qu'on aura principalement les plus grosses signatures d'ici la fin de l'année. Donc qui sommes-nous? Donc nous sommes à la base 3 amis d'enfance, comme le disait Amandine. Donc Kevin et moi-même, on est ingénieurs dans les véhicules intelligents électriques et nous sommes également associés à Antoine Boucher, qui est ingénieur dans les technologies de l'information. Et à nous trois, on a pu faire tout notre bateau 100% rétrofité, 200 chevaux, qu'on a fait de A à Z à 3. Nous sommes également accompagnés par Claude Pruvot, par Olivier Tranceau et Éric Divry sur de nombreux points comme la partie évolution de l'entreprise, faire les bons choix, la partie commercialisation, mais en plus de ça, la partie challenge. Donc si on regarde un petit peu la roadmap du développement, on a été créé en avril 2022 et le bateau est donc 100% terminé, 100% rétrofité. Et donc les nombreux essais qu'on a fait les 2 derniers mois se sont montrés plus que concluants. Donc là, actuellement, nous sommes dans la phase de commercialisation et comme je le disais, de septembre à décembre, nous comptons faire 8 signatures car la demande est énorme directement sur le nautisme. Car il y a un point à savoir, c'est que la transition écologique dans le bateau a 6 ans de retard sur la voiture. Donc en fait, il y a tout à faire. Et donc on estime 120 signatures en 2026 avec un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros. Donc actuellement, nous levons 1,5 million d'euros avec 1 million d'euros en equity et 500 000 € de dette. Le but, ça va être principalement l'évolution de l'entreprise et ne pas se faire prendre avec trop de demandes et ne pas pouvoir justement assurer cette demande. On est actuellement les seuls à proposer tout ce processus en forte puissance. De nombreux acteurs sont déjà présents inférieurs à 80 chevaux. Notre cible, c'est tout ce qui est de 80 à 2000 chevaux. Également, concernant, on compte associer 30% de la levée de fonds à notre application qui est WeSafe. Donc justement, cette application, on a intégré l'Agence spatiale européenne pour développer la première application de Safe Return to Base au monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autonomie ne permettra que d'aller vers la borne de recharge la plus proche, le bateau va se brider et obligé à prendre la direction de cette borne de recharge pour n'avoir aucun problème de panne sèche. C'est tout simplement l'application Tesla du maritime. Car il faut noter qu'à contre-courant, un bateau peut consommer jusqu'à 3 fois plus que dans le sens du courant. Donc c'est pour ça que notre partenariat avec l'ESA a tout son sens pour récupérer l'imagerie spatiale en temps réel et donc pouvoir avoir accès à tous les courants proches des côtes. Dans un premier temps, cette application qui va sortir d'ici quelques semaines aura toutes les bornes de recharge directement pour le maritime, comme on peut l'avoir sur les voitures. Et rien que cette fonctionnalité de l'application sera une première mondiale. Donc nous sommes déjà accompagnés par de nombreux acteurs qui nous ont fait confiance, qui nous ont cru, donc pour 3 jeunes qui sont sortis directement de l'école. Mais on compte continuer justement nos partenariats avec tout ce qui va être chantier naval principalement pour étendre justement notre visibilité et bien évidemment accroître notre notoriété et transformer le plus de bateaux possible. Et bien évidemment, si vous avez à cœur de passer à la transition écologique dans le milieu maritime et protéger toute la faune et la flore marine, venez investir chez nous. Merci beaucoup Anthony. Comment se fait-il que le marché de l'automobile électrique soit très développé et pas celui des bateaux ? En fait, directement sur la voiture, on s'est rendu compte, il y a à peu près 6 ans actuellement, c'est qu'il y a eu énormément de restrictions comme les ZFE, les zones à faible émission, qui sont arrivées assez rapidement directement dans l'automobile. Et il y a également eu des accompagnements, des aides pour justement permettre aux gens de passer à la transition directement. Donc là, en fait, on est en train de refaire tout le même processus, mais 6 ans en arrière. Et comme je disais, comme avec les calanques de Cassis,
qui sont cette fois-ci plus des ZFE, mais des AMP, des aires marines protégées. Le processus prend la même tournure que celui des voitures. Vous parliez dans votre pitch de 10 mois entre l'envie de changer son moteur et puis ensuite la livraison. Comment on explique ce délai qui semble plutôt long ? En fait, il faut savoir que sur chaque bateau, on doit faire un produit sur mesure, peu importe la puissance, peu importe l'autonomie, peu importe les performances souhaitées directement par le bateau. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que nous, on a développé tout notre système qui permet la corrélation parfaite entre tous les sous-systèmes et qui fait en sorte que notre produit est adaptable à tous les bateaux, peu importe la puissance, peu importe le nombre de batteries qu'on va mettre directement. Et en fait, on a un point qui est le plus long, entre guillemets, pour gérer tout ce processus, c'est que on est sur des milieux marins, on est sur des certifications marines, on est sur des normes IP67, et donc on peut avoir jusqu'à 6 mois de délai sur chaque moteur, justement parce qu'on fait du sur-mesure. Et donc justement, c'est ce délai qui fait en sorte que, avant de tout recevoir et de faire toute l'ingénierie finale, on a un délai qui dure en tout 10 mois. Est-ce que c'est le même délai que quand pour la construction d'un bateau ? En fait, nous, on est donc, comme je disais, sur 10 mois complets pour transformer, et l'immobilisation du bateau ne se fait que le dernier mois. Par contre, on est sur 3 à 4 à 5 ans pour l'achat d'un bateau neuf électrique. Oui, donc c'est quand même pas la même chose. Qu'est-ce qu'il en est des bornes ? C'est bien beau après d'avoir un bateau électrique. Est-ce que les ports aujourd'hui en sont équipés comme peuvent l'être les villes ? En fait, ce qui est intéressant directement sur le bateau, c'est qu'il n'y a aucun problème en termes de bornes de recharge parce que tous les ports sont déjà équipés de la forte puissance. Et en plus de ça, c'est comme on s'intéresse principalement au B2B, les acteurs du tourisme, les agglomérations s'engagent à fournir gratuitement la borne de recharge directement au ponton de l'armateur pour justement lui fournir tout simplement la borne qui est coûteuse. Et dans d'autres cas, si l'agglomération ne souhaite pas directement distribuer gratuitement la borne de recharge, on est en partenariat avec Aqua Superpower qui fournissent des bornes de recharge gratuitement. Et par contre, eux, ils font leur rentabilité sur une électricité un peu plus chère sur une dizaine d'années. Quelle est l'autonomie moyenne pour un bateau ? En fait, l'autonomie moyenne, tout va dépendre de, comme je disais, on est vraiment sur du sur-mesure et de la demande du client. Mais à titre d'équivalent, par une simple conversion mathématique, on sait que dans un litre d'essence, on a un certain nombre de kilowattheures et à partir de différents calculs, on va savoir combien justement l'armateur aura besoin de packs de batterie directement dans son bateau. Mais par exemple, nous, sur notre bateau, là, dans tous les essais qu'on a fait en fluvial, on a un peu plus de 10 heures d'autonomie. J'ai une question dans le public. Est-ce que vous pourriez nous citer des chantiers avec lesquels vous travaillez, un chantier naval par exemple ? En fait, les chantiers navals avec qui on va travailler, ça va être directement à l'endroit en question des gens qui vont transformer leur bateau. Par exemple, on a un bateau, donc on a un prospect très intéressé qui est sur les canals du Midi. Il a déjà son chantier naval qui lui faisait toutes les transformations, toutes les modifications, tous les entretiens sur son bateau. Et donc justement, on va rester avec ce chantier naval qui va donc mettre le bateau sur cale sèche et donc retirer toute la motorisation. Aujourd'hui, vous êtes sur le sud de la France, mais est-ce que vous imaginez une expansion à l'international ? Notre but, oui, justement, c'est de pouvoir s'exporter le plus possible et devenir justement un des leaders mondiaux de la transition écologique dans le bateau. Et donc, par exemple, là, on va faire le salon en fin d'année, donc le Metz d'Amsterdam, où justement le port passe en 100% électrique et où il y a forcément une demande énorme et il y a un nombre de refus, un nombre de délais d'attente énorme. Et donc, oui, justement, on compte s'exporter le plus rapidement possible pour devenir le leader. Et est-ce qu'on peut imaginer que tout comme la voiture thermique, le bateau thermique sera interdit à terme ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable ? Il y a énormément, donc comme je disais, il y a les calanques de Cassis. Donc là, pour l'instant, on n'est pas sur une interdiction totale, mais par contre, on est sur une obligation de naviguer en électrique à 60% à l'intérieur des calanques. Donc ça, c'est déjà un premier point, mais il y a également la Suisse qui veut interdire la motorisation supérieure à 100 chevaux donc sur les plans d'eau fermés. Il y a également Berlétan, il y a le lac d'Annecy qui avance de plus en plus dans ce sens. Donc oui, on va avoir énormément de zones où l'interdiction du bateau thermique sera présent. Et même du côté du fluvial, si on a les ZFE pour la voiture, les péniches qui navigueront dans le fluvial auront également les AMP, donc pour justement réduire la pollution tout simplement. Et qu'en est-il du recyclage ?
les anciens moteurs thermiques, qu'est-ce qu'ils deviennent? En fait, directement, comme on travaille avec les chantiers navals, ils ont tout simplement le processus de A à Z pour quand ils changent des moteurs, sauf que là, au lieu de changer moteur, on passe directement sur la transition électrique. Mais donc, eux, ils ont déjà leur processus en interne pour recycler le moteur et donc ne pas jeter tout simplement tout ce qui est encore utilisable. Vous avez des ambitions d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à peu près d'ici 5 ans. Quels sont vos besoins en termes d'effectifs et sur quel type de profil? En fait, comme je le disais, comme il y a vraiment 6 ans de retard dans la transition du bateau comparé à la voiture, il y a tout à faire. Donc c'est dans un premier temps faire connaître le rétrofit parce que de nombreux acteurs veulent passer sur un bateau électrique neuf sans forcément connaître le rétrofit. Mais le point négatif avec ça, c'est que ils peuvent attendre encore 5 ans avant d'avoir leur bateau. Et donc justement, c'est dans un premier temps gérer toute la partie commerciale pour nous faire connaître et ensuite gérer ça va être un énorme travail à ce niveau-là. Et ensuite gérer toutes les transformations avec la formation de nos équipes et de chantier naval pour justement pouvoir scaler la boîte tout simplement. Et juste allez-y Sabine. Est-ce que vous avez un brevet sur votre procédé? Est-ce que vous êtes protégé d'une certaine façon? Parce que c'est une activité quand même très capitalistique. Alors, on n'a pas de brevet directement sur l'application, mais tout simplement notre application est déposée. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est la gestion d'énergie parfaite directement sur notre système. En fait, on prend le meilleur moteur électrique du marché justement pour le bateau, le meilleur variateur, les meilleures batteries. Et en fait, on a fait toute la gestion d'énergie pour avoir une corrélation parfaite entre tous les sous-systèmes et donc avoir un seul et unique système à la fin. Et donc, justement, ce code-là est protégé. Et pour le développement justement de ce code, on est en partenariat avec Garmin, qui est le leader tout simplement de l'instrumentation navale. Et donc on a tout développé en collaboration avec eux et on reste totalement maître de tout le logiciel. Une dernière question. Vos batteries, elles viennent des gigafactories de la région? Pas encore, mais c'est le but. Là, pour l'instant, notre fournisseur, c'est PowerTech. Et justement, ce fournisseur est 100% français. Il est de Saint-Cyr-l'École. Et donc, ça permet d'avoir une technologie 100% française. Et de même, pour le moteur, le variateur et tout le reste, on essaye d'être au maximum européen frontalier. Bien, merci beaucoup, Anthony, pour votre pitch. Et merci à tous les porteurs de projets pour ce qu'ils ont pu nous démontrer ce soir sur différents secteurs d'activité vraiment variés. On arrive au terme de cette soirée Investinov. Je vais laisser la parole à Christian pour le mot de la fin. Merci Amandine, merci à nos porteurs de projets. J'espère qu'ils vous ont convaincus. En tout cas, leur pitch était convaincant grâce à l'accompagnement de nos coachs. En particulier, je le rappelle, Julien de KPMG, de Marine de Menem Pitch et de Tanguy de Bignon-le-Bray. Je voudrais aussi remercier notre partenaire vidéaste Bam Bam Productions, notre animatrice Amandine de la Gazette Nord-Pas-de-Calais, nos partenaires fidèles et historiques, la région, la MEL, les partenaires incubateurs, vous, les investisseurs, sans qui cette soirée n'existerait pas. Et puis une mention particulière ce soir pour Au-Défi et le réseau Entreprendre qui nous accompagnent activement, très activement dans notre démarche de valorisation de l'innovation dans la région. J'ai deux points particuliers ce soir, ou deux initiatives à évoquer aussi avec vous. Donc Investinov, c'est une initiative qui est maintenant bien installé en région avec nos comités de sélection, nos soirées ici chez notre partenaire et aussi des soirées maintenant dans le versant sud de la région. Et en partenariat avec HD Feed et Incubator, Investinov développe deux initiatives, Partners Connect et la CEO Academy. Alors c'est dans notre logique d'aider au développement des entreprises, des porteurs de projets de la région. Partners Connect, c'est pour faciliter ou aider à la mise en relation entre les porteurs de projets, ceux qui vous ont convaincus ce soir, et les autres qui sont déjà passés par Investinov ou qui sont suivis par d'autres partenaires, qui peuvent être à la recherche à un moment du développement de leur projet d'un CEO. Enfin, souvent, quand on développe son projet, on n'a pas forcément toutes les compétences dans l'équipe, et on peut être à la recherche d'un manager, d'un CEO.
Et donc Partners Connect, c'est pour mettre en relation de potentiels CEO et les porteurs de projets. La dernière soirée où justement on réalisait cette mise en relation, on a eu 130 participants. La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 16 novembre. Et une deuxième initiative, dans la même logique que la Business Angels Academy, on a monté la CEO Academy. Même principe, c'est entre CEO ou potentiel CEO, c'est échanger, réseauter, s'échanger voilà, les bonnes informations, les bonnes pratiques pour aider au développement des entreprises de la région. Et la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 22 juin. Alors je vois que Marianne a indiqué lieu surprise. Donc connaissant Marianne, ça sera certainement une grande surprise. Et évidemment, je ne veux pas terminer cette soirée sans vous rappeler notre prochaine soirée Investinov, ici, chez notre partenaire, la Banque Populaire du Nord, le 5 octobre. Merci à tous. Le buffet est ouvert et pour les porteurs de projets et l'équipe des coachs, il y a la photo sur le podium.